Bonjour les amis, on est en train de régler l'autofocus. Voilà, l'autofocus est réglé. Alors cette semaine, je vais apparaître, me voilà. Coucou, bienvenue, il est dimanche soir, il est 19 h passé, je suis un petit peu en retard. Bienvenue dans ce nouveau JT du grenier. Cette semaine, un sujet extrêmement lourd intellectuellement, mais ne fuyez pas, n'ayez pas peur. Au contraire, c'est un sujet qui est hyper préoccupant et qui interroge beaucoup de gens. Je reçois énormément de courriers, de commentaires sur qu'est-ce que ça veut dire, comment ça va se passer, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça signifie. Et de quoi je parle? Je parle évidemment du grand reset, the great reset. Cela ressemble à quoi? Qu'est-ce que ça peut être un grand reset? Ça va se manifester comment? Ça va se matérialiser comment? Puis alors, je vais même dire à quelle heure, à quel jour et à quelle heure? Est-ce que ce sera le mardi 15 juillet 2021 à 19 h 30 qu'on nous annoncera le grand reset? Est-ce qu'il sera là? Est-ce qu'il y aura une date? Enfin bref, à quoi ça ressemble? Comment ça va se passer? C'est des vraies interrogations quand on voit que ce sujet est en train de monter et puis de manière imperceptible, on est de plus en plus nombreux évidemment à bien sentir qu'il y a quelque chose qui va arriver, qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et donc, l'idée du JT du jour du grenier, c'est justement d'essayer de définir, de vous aider à mieux comprendre les contours de ce que peut être ce grand reset. Et donc, ça se traduit encore une fois par la grande réinitialisation, par une grande remise à zéro. Et donc, une grande remise à zéro, finalement, quand on y réfléchit, ça peut faire très peur. C'est sujet, évidemment, de grandes inquiétudes. Et c'est assez logique. C'est la première diapo. Le grand reset fait peur. Et pourquoi il fait peur? Parce que c'est avant tout l'inconnu. Et donc l'inconnu, forcément, ça a un côté effrayant puisqu'on peut y projeter absolument tout et n'importe quoi, le meilleur comme le pire, et donc évidemment, surtout le pire. Et donc, on se retrouve avec des images relativement apocalyptiques quand on parle du grand reset. On imagine un effondrement, on imagine l'apocalypse, on imagine la fin du monde. Or, le grand reset, c'est quoi? C'est avant tout non pas la fin du monde en soi, mais la fin de notre monde, c'est-à-dire la fin de notre paradigme. Et ça, je vais essayer justement intellectuellement, non pas encore une fois de vous asséner des vérités, mais de partager avec vous une démarche intellectuelle, une démarche de réflexion, une mise en perspective des différents éléments que nous avons à notre disposition pour essayer de justement supprimer cet inconnu, voir ce que ça recouvre, ce que ça indique, ce que ça implique, ce grand reset, et comment ça va justement impacter nos vies, se faire, etc. Alors, le changement de notre monde, ça veut dire un changement de modèle, un changement de paradigme. Et un paradigme, c'est quoi? C'est un modèle intellectuel, c'est une représentation du monde. Le paradigme, je vais vous emmener très loin, mais vous allez voir, je pense que tout le monde va absolument tout comprendre. En tout cas, c'est fait pour essayer que tout le monde puisse tout comprendre. Ça vient du latin paradigma, ça on s'en fiche, c'est pour faire 2 secondes d'instant culture, et ça signifie modèle. Et donc, un paradigme, c'est un modèle de pensée. Et il y a un philosophe américain qui a beaucoup travaillé sur la notion de rupture de modèle, de rupture de paradigme, qui est Thomas Samuel Kuhn, ou Kuhn, je ne sais pas comment vous souhaitez le prononcer, en fait on s'en fiche un peu, ça ne changera rien à l'histoire. Et lui, il a travaillé là-dessus, sur ces histoires de paradigmes et des modèles, représentation du monde, sur l'aspect scientifique. Et il dit, grande philosophie, dit, on a une rupture scientifique et les évolutions scientifiques en fait ne sont pas linéaires, ce sont des ruptures. Et tout d'un coup, on avance dans un modèle de pensée, dans un modèle théorique, et puis tout d'un coup on se rend compte que le modèle il tient plus, à ce moment-là il s'effondre et il y a une rupture. Et donc, c'est ce qu'on appelle un changement de paradigme. Et le grand reset, c'est un changement de paradigme par rapport à notre modèle, parce que notre modèle ne fonctionne plus, notre modèle ne convient plus. Donc en fait, la représentation du monde, qui est une manière de voir les choses, un modèle cohérent du monde qui repose sur un fondement défini, une matrice disciplinaire, un modèle théorique, un courant de pensée. Bon. Aujourd'hui, on a un système économique, on va y revenir. Donc il y a révolution, en l'occurrence, quand Kuhn en parle, c'est des révolutions scientifiques, lorsqu'une théorie consacrée par le temps est rejetée au profit d'une nouvelle.
Et pourtant, la Terre tourne, d'accord? Donc là, vous avez une révolution où tout d'un coup, on voit l'univers de manière complètement différente. Donc ça, c'est une révolution scientifique. Mais nous allons vivre, nous, une révolution économique, une révolution sociale, un changement de paradigme très fort. Et c'est ça que implique fondamentalement le grand reset. Et nous allons développer cette argumentation et cette pensée. Encore une fois, vous le dire, ça ne justifie pas, hein. Affirmation ne vaut pas argumentation. Donc, je vais argumenter et progresser avec vous dans les réflexions autour justement du contour du grand reset. Notre paradigme actuel, c'est quoi? C'est un modèle. Et notre modèle économique, comment peut-on le définir? Alors attention, hein, ça c'est ma définition à moi. Il y a du personnel là-dedans. C'est pas la définition vraie, c'est ma manière à moi de voir le monde. Chacun d'entre vous, vous allez à partir de cette définition l'adapter et puis y apporter ce qui correspond aussi à vos convictions, ce qui correspond à votre vision du monde. Mais bon, globalement, je pense que cette définition, elle va parler à la plus grande majorité d'entre vous, quand bien même vous amenez des choses, vous en retirez. Je pense qu'on peut à peu près résumer notre modèle par le totalitarisme marchand mondialisé. Pourquoi le totalitarisme marchand? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des multinationales qui dépassent le pouvoir des États et qui n'ont jamais été élus, et donc qui dépassent la démocratie et qui sont plus fortes que la démocratie et donc que la volonté populaire. En d'autres termes, les entreprises imposent leur volonté à des peuples qui ne les ont pas ni choisis ni élus. Donc c'est une forme de totalitarisme marchand qui est par définition aujourd'hui, on le voit, qui est mondialisée. C'est parce qu'elles sont mondialisées et qu'elles sont énormes et que Apple, Amazon, etc., c'est plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation. C'est le PIB, c'est beaucoup plus que le PIB de très nombreux pays de la planète. Donc vous imaginez la puissance de ces multinationales. Donc elles tirent cette puissance de la mondialisation. C'est basé sur une croissance infinie dans un monde fini. Alors pareil, certains diront mais c'est pas vrai, le monde il est pas fini, on peut aller à la conquête des étoiles, exploiter les ressources de la planète Mars, on peut même capturer les astéroïdes parce que la NASA travaille dessus. Tout ça est vrai, mais c'est vrai à l'état théorique. Pour le moment, nous sommes dans un monde fini et notre système économique repose quand même sur une croissance infinie, reposant sur une création de dettes d'aujourd'hui qui seront remboursées par les profits de demain. Et globalement, la répartition des richesses s'y fait par les salaires, les dividendes et les aides via une notion de redistribution dont on peut déplorer qu'elle soit trop importante ou pas assez importante, peu importe, mais vous êtes bien d'accord avec moi, on répartit la richesse créée par évidemment les salaires, les dividendes, pour critiquer les stock options, les machins, on va dire les dividendes, ça englobe tout ce qu'on va appeler le revenu du capital, et les aides qui est la redistribution. Alors ceux qui sont pour diront qu'il n'y en a pas assez, les autres, ceux qui sont contre, diront c'est de l'assistanat, c'est horrible, c'est affreux, peu importe. C'est les trois façons dans le système actuel, dans notre modèle, dans notre paradigme de répartir la richesse. Et le modèle actuel pose la question évidemment des limites de la croissance et donc il pose la question de sa propre soutenabilité dans le temps. Et le grand reset vous renvoie à cette question fondamentale qui est la soutenabilité de notre modèle actuel, de notre paradigme actuel. Il y a grand reset parce qu'en fait, il y a problème dans notre modèle et dans notre paradigme. Alors essayons de voir les problèmes que nous avons. Avant de détailler les problèmes que nous avons, je voulais faire un petit retour sur le rapport Meadows. C'est pas nouveau que notre système économique a des problèmes. Ça date de 1972. 4 jeunes scientifiques. Donc le plus connu c'est Meadows, puisque il donnera son nom au rapport Meadows, et il rédige, ils sont au MIT, et il rédige un bouquin qui s'appelle The Limits to Growth, c'est-à-dire les limites de la croissance. Et donc ils disent qu'en gros, leur recherche établit que les conséquences dramatiques sur le plan écologique d'une croissance économique et démographique exponentielle dans un monde fini, et donc il pose dès 1972 le problème de la croissance infinie dans un monde fini. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, qu'on soit écologiste, pas écologiste, qu'on les critique, et je ne me prive pas de critiquer certaines pensées écologistes qui me semblent totalement absurdes, parce que l'homme n'est pas un ennemi et l'homme ne doit pas être vu comme le mal, mais évidemment, ça veut dire
ça ne veut pas dire non plus qu'on ne doit pas s'occuper de la planète. Donc voilà, donc ça c'est... Mais bon, on doit pouvoir critiquer l'écologie. L'écologie ne doit surtout pas devenir une religion. Hein, ça doit rester évidemment une préoccupation majeure, ça doit rester au centre des réflexions de ceux qui dirigent, mais ça ne doit pas devenir une religion ou un dogme, parce qu'il n'y a pas plus dangereux que les dogmes, les religions, et ça finit toujours par des fascismes, quand on veut l'imposer aux autres et quand ce n'est pas accueilli de manière volontaire. Pourquoi notre modèle serait rejeté au profit d'un autre? Et donc ça, c'est la question qu'il faut se poser avant même de comprendre pourquoi le grand reset va arriver. Il faut comprendre qu'on est basé sur un modèle et que ce modèle pourrait avoir des failles, et donc on doit comprendre quelles seraient les failles de ce modèle pour commencer à entrevoir ce qui pourrait potentiellement advenir. Et donc, il y a une triple nécessité. Il y a d'abord une nécessité sociale dans ce qui s'en vient, dans ce qui nous arrive dessus. Vous êtes d'accord avec moi, on remarque bien, on le sent tous de manière diffuse, et la crise du coronavirus évidemment n'y aide pas. On voit bien la difficulté de répartir la richesse via le salaire, via l'emploi. Il y a une triple pression, la pression de l'informatisation, la pression de la robotisation, la pression des délocalisations, qui évidemment pèse énormément sur la quantité d'emplois disponibles, et donc cette quantité d'emplois disponibles se raréfiant et allant de plus en plus se raréfier, nous allons obtenir un système qui va être de moins en moins inclusif. Le système, le modèle, parce qu'il progresse, parce que le capitalisme par nature et par essence sait faire toujours mieux avec toujours moins, et c'est la définition même de la productivité, faire toujours plus, faire toujours mieux avec toujours moins, et donc notamment moins d'hommes, moins d'efforts, mais c'est la définition du capitalisme, enfin une des définitions du capitalisme, en tout cas de la productivité dans le capitalisme, mais c'est aussi une recherche humaine depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que philosophiquement, depuis la nuit des temps, depuis que l'homme est homme, depuis toutes nos inventions ont visé à nous faciliter la tâche. Hein. Rappelez-vous Adam et Ève, on se fait botter les fesses par le grand tout-puissant, il nous envoie sur Terre parce qu'on n'a pas été sage, machin, l'arbre de la connaissance, la pomme, machin, tout ça. Et donc on arrive sur Terre et là, boum, patatras, nous avons quitté le paradis, le jardin d'Éden, et nous sommes obligés de travailler et de gagner notre pitance. Et donc c'est le dur labeur, c'est le travail, du latin torture, le tribulare, je crois, de torture pour le travail. Donc, c'est dur. Et donc, toutes les inventions humaines visent à se faciliter la tâche, de la roue au palan, passant par la grue, la machine à vapeur, l'informatique, les robots, tout est fait pour que finalement, au bout du compte, au bout de l'histoire, nous, les hommes, n'ayons plus à travailler. Mais tout notre modèle est basé sur le travail. L'entièreté de notre modèle social, de notre modèle économique, de notre modèle fiscal, tout est basé sur le travail. On taxe les revenus du travail, on met des charges sociales sur le travail, on aide ceux qui n'ont pas de travail, on a une assurance chômage pour celui qui ne peut pas travailler, donc recevoir des revenus du travail. Et donc tout passe par le travail. Si nous avons un problème avec le travail, nous avons évidemment un immense problème d'inclusion sociale. Et donc on a une véritable nécessité sociale pour ceux qui ont une vision à 30, 40 ou 50 ans, on a une évidente nécessité sociale de changer notre modèle, parce que dans le monde qui vient, dans un monde de 5G où on va déployer l'intelligence artificielle, et je prends juste ici l'exemple des voitures autonomes, des camions autonomes, des routiers autonomes, fini vos vaches cochons, c'est-à-dire conducteurs Uber, conducteurs de camions, conducteurs et chauffeurs de la RATP, machinistes. De la même manière qu'on a supprimé le poinçonneur des lilas, demain on supprimera le machiniste de la RATP qui conduit aujourd'hui le bus, parce que le bus se conduira tout seul. De même que le chauffeur Uber se conduira tout seul et sans plus de chauffeur Uber. Et donc qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens-là? Qu'est-ce qu'on va faire de tous nos concitoyens, de tous nos compatriotes qui aujourd'hui occupent des postes qui sont indispensables au fonctionnement de la société et qui, étant indispensable au fonctionnement de la société, permet une redistribution de la richesse créée, et donc, via leur activité, ils perçoivent un salaire qui leur permet effectivement de percevoir une partie de la richesse créée de manière collective. C'est ainsi que marche le système. Et donc, si vous ne pouvez plus avoir cette répartition via le salaire, que va-t-il se passer ? Donc dit autrement, notre modèle de répartition des richesses est totalement dépassé, et dans un monde de robotisation, d'informatisation, de délocalisation et désormais d'intelligence artificielle qui arrive à grands pas, l'homme salarié qui touche un salaire
est obsolète et donc le salaire ne peut plus être un mode de répartition des richesses permettant l'inclusion de l'immense majorité des gens dans le système, dans le paradigme, dans le modèle. Donc c'est une véritable nécessité, mais ce n'est pas la seule. Vous avez également une nécessité monétaire et vous allez très bien la comprendre, la monnaie et la dette. Or, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dans notre système de croissance, toujours plus de croissance, on finance aujourd'hui en créant de la monnaie qui repose sur de la dette en fait. Pourquoi on dit que la monnaie est de la dette? Parce que vous allez, on va prendre le cas de l'immobilier, vous allez voir votre banquier, vous dites voilà, prêtez-moi 150 000 euros, c'est le montant moyen de l'emprunt de crédit immobilier pour un achat, voilà, c'est le montant moyen de l'achat en gros et du montant crédit du moyen, c'est 150 000 euros. Donc vous me prêtez 150 000 euros, vous me donnez tout de suite 150 000 euros, ces 150 000 euros ils n'existent pas, c'est la banque centrale qui va les créer. Donc la banque commerciale va voir la banque centrale, dit je dois me refinancer parce que j'ai Bibi Lapointe là, il a besoin de 150 000 euros pour acheter son petit appartement ou sa maisonnette. Et donc moi évidemment je ne les ai pas, donc passe-moi 150 000 euros. Donc la banque centrale passe 150 000 euros à la banque commerciale et cette banque commerciale, elle vous redonne les 150 000 euros. Il y a donc un processus de création monétaire. Ces 150 000 euros, vous allez les filer à votre vendeur, vous achetez votre appartement, votre maison et vous allez la rembourser sur 20 ans. Et dans 20 ans, en fait, ces 150 000 euros qui ont été créés vont être stérilisés, puisqu'en fait, quand vous allez les rembourser, ça va venir éteindre la créance que vous avez auprès de la banque commerciale, et la banque commerciale va aller rembourser la banque centrale. Au bout du processus, il n'y a pas de création monétaire, donc il n'y a pas d'inflation. Cette opération de remboursement, ça s'appelle la stérilisation de la création monétaire. Mais la monnaie, c'est de la dette. C'est-à-dire qu'au départ, la monnaie qui circule, elle repose sur un endettement. Et cet endettement, il va être stérilisé de quelle manière ? À partir de vos remboursements. Et vos remboursements, c'est quoi? Eh bien, c'est vos revenus futurs. C'est les revenus du travail futur. C'est donc les revenus des 20 prochaines années que vous allez percevoir, votre capacité d'épargne des 20 prochaines années. Et ça, c'est lié aux revenus du travail que vous allez percevoir. Mais si vous n'avez pas de revenus du travail, parce qu'il n'y a plus de croissance, que se passe-t-il? Vous ne pouvez plus rembourser les dettes. Si vous ne pouvez plus rembourser les dettes, vous ne pouvez plus avoir de circulation. Vous avez un problème monétaire. Voilà, on va simplifier, vous avez un problème monétaire. Et donc, s'il n'y a plus de croissance, plus personne n'aura de revenus futurs. Et donc, s'il n'y a plus de revenus futurs, en réalité, nous sommes en faillite généralisée puisque plus personne ne sera capable de rembourser les monceaux de dettes que nous avons accumulés en raison des promesses de croissance future. Donc on a un vrai problème, évidemment, d'endettement. Sans croissance économique absolue, la création de richesse devient insuffisante pour rembourser les dettes accumulées. Et donc, c'est la faillite. Alors aujourd'hui, on n'est pas en faillite. On est en train de mesurer, de se rendre compte, et c'est évidemment le deuxième impératif, qu'il y a une nécessité de croissance qui est telle pour maintenir le système monétaire, notre modèle de création monétaire. Ce modèle-là, il est plus compatible ou il n'est pas compatible avec un ralentissement de la croissance. La croissance doit censée être supérieure. Or, la croissance infinie dans un monde fini ne semble plus possible. Donc, c'est évidemment le deuxième facteur, la deuxième nécessité très forte pour aller vers un grand reset. Mais évidemment, ce n'est pas la seule. Et la dernière, qui est pour certains la plus importante, qui est évidemment la nécessité environnementale et qui nous amène la croissance infinie dans un monde fini, c'est la croissance soutenable, ce n'est pas plus possible, pas plus que le développement durable, pollution, raréfaction des ressources, etc. En 1972, le rapport Meadows disait que la problématique centrale du livre, c'était comment éviter le dépassement, justement, comment ne pas atteindre cette limite à la croissance qui était la raréfaction des ressources naturelles. Et en 2004, ce rapport Meadows, il a été réactualisé, refait, retravaillé par les mêmes auteurs, et donc la réflexion, c'était maintenant comment procéder pour que nos activités ralentissent et puissent tenir dans les limites de la planète. Ah, c'est très intéressant ça. Comment peut-on procéder pour que nos activités ralentissent? Que nos activités ralentissent, les amis. J'insiste évidemment volontairement dessus parce qu'on commence à voir poindre un petit peu les causes du grand reset. Et donc si on commence à mieux comprendre les causes du grand reset, eh ben on va être en capacité de mieux comprendre la manière dont il va se présenter à nous, la manière dont il va s'organiser,
ce qu'il va recouvrir comme réalité, et donc évidemment les impacts pour notre vie. Organiser le ralentissement des activités humaines, c'est ça le grand reset. C'est l'organisation collective du ralentissement de nos activités humaines pour que ça puisse tenir dans les limites environnementales de la planète. C'est donc organiser la soutenabilité de nos activités. C'est donc ralentir, c'est donc aussi organiser la décroissance. Et donc, ça va être organiser un nouveau modèle, un nouveau paradigme qui puisse prendre en compte ça. Alors, beaucoup vont dire, mais c'est une excellente nouvelle. Oui, ça peut potentiellement être une très belle et une très bonne nouvelle, parce que l'humanité peut y gagner, ou l'humanité peut y perdre considérablement. Et ça peut être une très mauvaise nouvelle, et ça peut être le meilleur comme le pire, et tout dépend ce qu'on va en faire, et tout dépend ce que les grands mamamouchis en haut, bien loin de tous les débats démocratiques, ont prévu pour nous. Je m'explique. Je vais vous donner et partager avec vous quelques exemples de modèles alternatifs, de paradigmes possibles, autres que celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Tous ne se valent pas, et vous allez très très vite le comprendre. Je vais commencer par le paradigme ou le modèle le plus abject, le plus dégueulasse, qui est le Khmer vert, le modèle, ce que j'appelle le modèle des surnuméraires. Alors là, vous voyez peut-être pas, mais je vous lis, c'est sur un article que vous tapez sur votre moteur de recherche préféré, surnuméraire, comment vous êtes de trop et pourquoi il faut vous tuer. C'était un petit conte, une petite histoire que j'avais racontée là-dessus. Donc c'est le Khmer vert avec IA, donc intelligence artificielle compatible, tendance sur homme, transhumanisme, autres joyeusetés. Donc en gros, c'est l'homme est un virus pour la nature, la planète n'a pas besoin des hommes, c'est maintenir l'humanité à moins de 500 millions d'habitants et de personnes. Donc en gros, on va piquer tout le monde, hein, on est 8 milliards, on va piquer 7 milliards 500 millions de personnes, on va garder les 500 millions les plus intelligents. Alors là, il n'y aura pas de racisme là-dedans, hein, c'est-à-dire noir, blanc, jaune, vert, rouge. Bon, on gardera que les plus intelligents, donc mort aux cons, mais au sens premier du terme, hein, c'est vraiment mort aux cons, et donc on va être 7 milliards 500 millions de cons à mourir, et puis il y aura 500 millions de surhommes qui pourront avoir la vie éternelle, etc. etc. Donc ça, tout ça, c'est de l'écologie punitive avec ce que j'appelle les camps de redressement naturel, hein, donc on vous apprend à aimer l'écologie de force, hein, puis si vous les aimez pas de force, et ben les camps, hein, les Khmers rouges, ils ont terminé dans des camps de redressement idéologique et puis tout le monde y mourait. Et ben le Khmer vert, c'est la même chose, simplement que l'idéologie, évidemment, c'est que l'homme est de trop, l'homme est un virus, L'homme nuit à la nature, nuit aux animaux, donc en fait on doit tuer l'homme pour sauver la nature et non pas chercher une manière de faire coexister les deux de manière harmonieuse, ce qui évidemment en tant qu'humanisme, moi, est le chemin que je souhaiterais. Donc voilà, donc ça c'est juste pour vous montrer ce que ça pourrait être que le pire. Voilà, donc là encore une fois je ne vous dis pas que c'est ce qui va arriver, je vous dis voilà un modèle, on peut réaliser un modèle extrêmement cohérent en disant voilà, on va déployer des techniques d'immortalité ou en tout cas qui vont nous permettre, on va pouvoir avec les cellules souches tout simplement cultiver de nouveaux organes, des nouveaux cœurs, etc. Donc faire nos pièces détachées avec nos propres cellules souches qui seront compatibles, il n'y aura pas de rejet, il n'y aura pas de machin, on va soigner le cancer, etc. Donc là où l'homme aujourd'hui vit 80 ans ou 70 ans quand il est bien soigné, ben on va être capable de vivre 200 ou 300 ans, mais on ne peut pas être 20 milliards évidemment à vivre 300 ans, donc pour pouvoir vivre beaucoup plus longtemps, il va falloir qu'on soit beaucoup moins à vivre beaucoup plus longtemps, donc il va falloir tuer beaucoup de gens. Voilà. Donc par exemple, hein, donc, vous voyez, on peut définir un cadre conceptuel parfaitement cohérent, un modèle cohérent qui va être totalement abject et absolument immonde. Alors après, on peut avoir le modèle de l'économie de la fonctionnalité. Et l'économie de la fonctionnalité, c'est quoi? C'est la vente de l'usage. D'accord? C'est la vente de l'usage. L'échange économique ne repose plus sur le transfert de propriété des biens, qui reste la propriété du producteur, tout au long de son cycle de vie, mais sur le consentement des usagers à payer une valeur d'usage. En gros, l'économie de la fonctionnalité, c'est super bio, c'est super écolo, t'es propriétaire de plus rien, et là il y a tous les gens avec une sensibilité de gauche, ouais c'est bien, l'absence de propriété, c'est trop super, parce que la propriété c'est mal. Et pourquoi c'est mal la propriété? Parce que l'un des problèmes de l'économie de l'usage, c'est que vous êtes locataire à vie de tout.
Donc évidemment, le jour où j'ai besoin d'une bétonnière, et n'utilisant pas une bétonnière quotidiennement dans mon grenier, j'ai peu d'intérêt évidemment d'aller acheter une bétonnière. C'est pour ça que vous avez des sociétés comme Kiloutou. D'accord? Donc Kiloutou, il vous loue tout ce qu'il faut et tout ce que vous n'avez pas au quotidien parce que vous n'en avez pas besoin. Donc cette économie de la fonctionnalité là, en fait, elle est déjà, vous l'utilisez déjà quotidiennement. Et quand vous allez louer quelque chose que vous n'utilisez pas de manière classique, vous faites une opération économique qui est intelligente. On a une bétonnière, elle est mutualisée entre X milliers d'utilisateurs, une ou deux fois par jour, enfin un ou deux jours, 3 ou 4 fois par an, quoi. Bon, pareil quand vous louez une camionnette, machin, etc. Moi, j'ai pas besoin d'avoir ma camionnette en permanence. J'ai mon Dacia, ma Dacia Logi pour ça. Bon, et puis quand j'ai besoin de plus gros, bah, je vais chez machin Leclerc ou machin Carrefour ou machin Inter. Et là, on vous file une camionnette pour 10 ou 12 euros par jour. Et puis vous faites votre déménagement, votre machin, votre truc. Bon. Donc, évidemment, on va collectiviser la propriété de choses dont on n'a vraiment pas besoin au quotidien. Et là, c'est très pratique, c'est très écolo, c'est très bio, c'est super. Mais vous voyez bien que si vous faites ça pour tout, vous êtes en fait dans une location permanente de tout. Donc vous vous retrouvez avec un abonnement pour votre voiture, vous vous retrouvez avec un abonnement pour Internet, pour votre téléphone, pour votre smartphone, pour votre fauteuil, pour votre chaise, pour votre lit, pour tout. Et en fait, vous êtes locataire de tout et vous n'êtes plus propriétaire de rien. Or, la propriété, c'est pas mal en soi. La propriété, quand elle est menacée par la société de l'usage, ça conduit au servage. D'accord ? Il faut bien avoir ça en tête. La propriété, elle affranchit. D'ailleurs, l'intérêt de l'accumulation du capital, c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, vous êtes propriétaire de votre voiture. Tout le monde cherche à acheter sa voiture, sauf ceux qui n'en ont pas besoin parce qu'ils n'en ont pas l'usage. Mais tous ceux qui ont l'usage d'une voiture, ils cherchent à en être propriétaires parce que c'est beaucoup plus économique. Pourquoi c'est beaucoup plus économique ? Mais parce que la société qui produit et qui vous loue, bah évidemment, elle vous le loue plus cher avec un profit. Donc si vous utilisez votre voiture tous les jours, eh ben, c'est beaucoup plus rentable évidemment d'acheter votre voiture que d'en être locataire. Pourquoi les gens achètent leur maison ? Pas parce qu'au final, c'est plus rentable d'être propriétaire de sa maison, et puis une fois qu'on a fini par payer son remboursement d'emprunt, eh bien on a un capital de côté. Et une fois que sa maison elle est payée, on n'a plus de loyer à payer. Donc on s'est libéré d'un certain nombre de contraintes financières. Donc attention, dans le modèle de l'économie de fonctionnalité qu'on peut trouver extrêmement écolo en disant « Ouais, mais c'est génial, on n'est plus propriétaire de rien, la propriété c'est pas bien, machin, etc. » Eh bien vous avez le corollaire qui est « Attention ». Vous avez une société de l'usage qui peut très vite se transformer en société de servage. Et de vous à moi, c'est exactement ce qui risquerait de se passer si on propulsait un modèle comme celui-là, parce que les grandes sociétés multinationales, elles n'ont absolument pas l'intention de vous louer les trucs à prix coûtant, parce que c'est ni des associations loi 1901, ni des ONG, d'accord ? Donc elles sont là pour faire du profit. Alors, si la société de l'usage, c'est une société qui fait du profit, eh bien elle se terminera inéluctablement par une société de servage et de mise en esclavage, et où vous paierez à vie, tous les jours, vous vous lèverez en disant comment je vais payer mes loyers, mes abonnements obligatoires, alors mon abonnement à la flotte, mon loyer, à tout sera si on va dans le plus loin, mais tout sera sous forme de location, mais pour la bonne cause. C'est pour la soutenabilité de l'environnement. Et puis, évidemment, un autre exemple que je voulais vous prendre, vous avez par exemple le modèle de l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est tout à fait tout aussi soutenable, je dirais même plus, que l'économie de fonctionnalité et d'usage. Parce que l'économie circulaire, c'est un système économique dont l'objectif est de produire des biens et des services de manière durable en limitant la consommation et les gaspillages de ressources, ainsi que la production des déchets. C'est-à-dire, pour faire basique, l'économie circulaire, c'est éco-concevoir l'ensemble de tout ce qu'on va produire, de tout ce qu'on va consommer. Et donc, cet écran, il doit être conçu dès le départ pour pouvoir avoir une dalle qui se change facilement, pour pas avoir à tout jeter, pour pouvoir peut-être insérer d'autres types de connectiques qui n'existent pas aujourd'hui, avec d'autres prises qu'on pourra brancher. Il doit être démontable parfaitement pour pouvoir être réparable à n'importe quel moment. Et donc, on doit
l'éco-concevoir pour qu'il puisse durer non pas 2, 3, 4 ans, mais peut-être 20 ou 30 ans. Et donc dans 20 ou 30 ans, peut-être que l'image sortira du truc parce qu'on aura des hologrammes et des machins, mais l'écran là autour et la matière plastique qui contiendra tout ça sera la même. Et donc c'est ça l'économie circulaire. Mais je reste propriétaire. Dans l'économie circulaire, on répare, on éco-conçoit. On crée même des emplois évidemment qui sont non délocalisables, puisque si je dois réparer cette télé, je dois la réparer là, ici, maintenant, cet écran, et donc je vais avoir un réparateur en bas de chez moi, puis 2 réparateurs, puis 3 réparateurs, et pareil pour les machines à laver le linge, la vaisselle, etc. Tout ça, ça doit être éco-conçu pour être réparable, mais pour être aussi upgradé, c'est-à-dire évolué. Prenez le cas par exemple des ordinateurs qui sont là, eh bien on doit pouvoir changer les disques durs, changer les mémoires, rajouter de la mémoire, changer les microprocesseurs et donc rendre évolutif pour qu'on ne jette pas à la poubelle 10 kg de matière, mais qu'on en rajoute et qu'on en retire quelques grammes pour upgrader l'élément et donc le conserver et augmenter sa durée de vie. Vous voyez bien que le modèle économie de la fonctionnalité ou le modèle économie circulaire, ça n'a rien à voir. Et pourtant, dans tous les cas, on est dans une approche où on veut rendre soutenable et permettre d'organiser le ralentissement des activités humaines. Et si vous rajoutez le modèle du pire, celui des surnuméraires, et ben là, pour réduire l'impact ou pour organiser le ralentissement des activités humaines, on ralentit tout simplement le nombre de gens en vie, quoi. Bon, donc vous voyez, on peut arriver au même résultat avec des modèles conceptuels totalement différents. Et donc, ça pose un vrai sujet qui va être politique, on va y revenir. Oui, donc là je vous disais juste sur cette diapo, dans un modèle d'économie circulaire, n'oubliez pas, il y a toujours la notion de propriété, c'était par opposition à la notion du modèle d'économie de fonctionnalité. Le grand reset, c'est donc un sujet politique. D'accord ? C'est politique, c'est un sujet profondément politique, c'est un sujet qui concerne chacun, c'est un sujet qui relève du débat démocratique, et c'est un sujet qui implique évidemment un choix de modèle, donc un choix de société. D'accord ? Donc aujourd'hui, le grand reset, il devrait être débattu sur la place publique par l'ensemble des partis politiques, par l'ensemble des associations, par l'ensemble des youtubeurs et de tous ceux qui s'intéressent, des citoyens et de tous ceux qui s'intéressent à la vie de la cité et donc de notre pays, de notre collectivité humaine. Quel modèle de société veut-on ? Et donc, aujourd'hui, on vous propose une convention citoyenne qui accouche de « on va limiter la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes ». Waouh, génial. Donc, vous voyez bien que le sujet, c'est pas du tout la vitesse de 110 km/h sur les autoroutes. On s'en contrefout, en fait. C'est juste pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on doit tuer 7 milliards 500 millions de personnes et comment on les choisit ? C'est est-ce qu'on doit avoir un modèle de l'économie de la fonctionnalité et donc supprimer la notion de propriété avec les risques, par exemple, de devenir prisonniers, esclaves de nos loyers ? Vous voyez, ou est-ce qu'on va vers une économie circulaire ? Donc vous voyez très bien que quand je vous pose le débat comme ça, j'oriente par rapport à ce que moi je pense, mais ce que je pense n'est pas forcément la vérité, encore une fois, d'accord ? Mais c'est ma conviction, c'est mon sens humaniste. Moi je ne suis pas pour qu'on tue 7,5 milliards de personnes, je ne suis pas pour qu'on supprime la propriété, parce qu'en fait je pense que c'est un immense danger et que on cherche tous à devenir propriétaires pour tous fuir la misère, et qu'à partir du moment où en fait on ne peut plus avoir accès à la propriété, eh bien on est dépendant et on vit tous ce que vivent les pauvres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quelqu'un de pauvre est quelqu'un qui est propriétaire de rien et qui doit tout payer beaucoup plus cher. Quelqu'un de pauvre est quelqu'un qui n'est propriétaire de rien et qui doit tout payer beaucoup plus cher. Comme le pauvre il n'a pas accès à un bon forfait téléphonique, eh bien il se retrouvait avec les cartes prépayées qui lui coûtaient une fortune. Parce que le pauvre, il ne pouvait pas avoir un compte en banque avec un RIB et donc il ne pouvait pas avoir accès au forfait à 30 €. Donc il se retrouvait à payer 40 ou 50 ou 60 € par mois pour 30 minutes de communication avec des cartes à 10 minutes. Donc c'est ça la pauvreté. Quand on peut être propriétaire de rien, eh bien en fait là on expérimente la pauvreté. Un pauvre est jamais propriétaire de quoi que ce soit. Et sortir de la pauvreté, c'est devenir propriétaire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui veulent devenir propriétaires de leur maison. Propriétaire, c'est presque un statut social. Et pourquoi c'est presque un statut social ? Parce qu'en fait, ça vous propulse dans le camp des propriétaires. Et être propriétaire, c'est se désensibiliser à la pauvreté et au risque, évidemment. Donc,
on détourne votre attention de l'essentiel. J'ai une poussière dans l'œil, c'est pas très agréable, excusez-moi, je suis navré, c'est les aléas du direct. Donc on détourne votre attention de l'essentiel. C'est ça hein, le débat des 110 km/h. Aujourd'hui, on doit parler du grand reset, sujet politique, on ne doit pas parler des 110 km/h. Si dans le cadre du modèle de société que l'on choisit, on considère collectivement qu'il faut ralentir au sens premier du terme, c'est-à-dire non pas ralentir nos activités humaines, mais aussi ça implique de ralentir notre vitesse sur l'autoroute, eh bien on décidera collectivement de ralentir notre vitesse sur l'autoroute. Et puis on décidera peut-être de ralentir aussi le montant des péages qu'on paye sur l'autoroute. Et puis on décidera peut-être de renationaliser les autoroutes parce que c'est peut-être un bien commun. Donc tout ça, ce sont des sujets et des questions qui relèvent du débat politique. Et le seul reproche qu'on puisse faire finalement, c'est qu'ils sont en train d'organiser le grand reset tout seul, sans nous. Or, c'est nous qui allons le vivre, le subir et en supporter les conséquences, et c'est à nous de donner notre avis. Alors, le grand reset, à quoi s'attendre? Alors, il faut comprendre les logiques du grand reset. C'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Et donc, j'ai essayé de vous mettre en perspective que justement, le grand reset, c'était lié à un changement de modèle, de paradigme, parce que notre modèle n'était plus cohérent par rapport aux réalités. Et la réalité, c'est quoi? C'est qu'il faut organiser le ralentissement des activités humaines. Et le coronavirus, vous voyez, est un accélérateur du ralentissement des activités humaines. Et les mamamouchis ont pour habitude de dire, il ne faut jamais oublier de tirer profit d'une bonne crise. Et nous sommes exactement là-dedans avec cette histoire de coronavirus. Évidemment, on en profite pour ralentir les activités humaines. Quand vous avez Delphine Bateau qui vous explique qu'il va falloir qu'on ait notre quota carbone pour voyager, machin, etc. Et donc les voyages en avion, c'est terminé. Vous voyez bien qu'il y a là une organisation volontaire du ralentissement des activités humaines. Donc il faut comprendre quel est le mobile. Comprenons quel est le mobile. Et une fois qu'on aura compris quel est le mobile, et bien évidemment, on va comprendre les nouveaux paradigmes possibles et les dangers que chacun peut recéler. Et c'était dans les 3 modèles que je vous présentais. En fait, il y a beaucoup d'autres modèles. Et dans le dossier stratégie qui est consacré au grand reset, je vais vous donner beaucoup d'autres modèles possibles, de nouveaux paradigmes possibles, une liste de paradigmes possibles. Et chaque paradigme a ses propres dangers, ses propres défauts. Il faut après comprendre évidemment la logique temporelle du grand reset, c'est-à-dire quand. Encore une fois, mardi 15 juillet à 7h45, un peu plus tôt ou un peu plus tard. Et donc, quelle est la dynamique de ce grand reset? Est-ce que c'est une date brutale ou est-ce que c'est un mouvement ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus progressif? Bon. Et puis évidemment, on va définir les stratégies patrimoniales et d'anticipation qui vont vous permettre de mieux vous organiser à titre personnel, à titre professionnel, à titre patrimonial, à titre familial, par rapport aux grands changements qui arrivent, parce que ce grand reset, il est en route, il est en marche. Et en réalité, vous l'aurez compris, le grand reset, c'est pas une date et un jour, c'est pas un événement unique, c'est évidemment un processus progressif, et ce processus a déjà commencé. Et c'est pour ça qu'en fait, on vous en parle maintenant beaucoup, même dans la presse, le mot sort, le terme sort, et c'est pour ça que sur le site de Davos, eh bien, c'est vraiment quelque chose d'incontournable. Voilà, c'est le forum de Davos consacre maintenant quasiment la totalité de ses propos, de ses conférences, de ses actions à la thématique du grand reset. Il n'y a pas que la directrice générale du FMI qui en parle. Christine Lagarde l'a évoqué sans utiliser le mot en disant que tout allait radicalement changer. Donc, nous sommes sur ce grand reset, nous sommes sur cette grande réinitialisation, ça va façonner le monde, c'est passionnant et on va essayer de le comprendre ensemble. Ça, c'était la première partie, je vous en parlerai tout au long du mois de juillet. Et puis évidemment, pour ceux qui veulent aller plus loin, le grand reset, à quoi s'attendre? C'est le dossier stratégie du mois de juillet. Voilà les amis pour cette vidéo qui a été un petit peu longue, même très longue. N'oubliez pas de me mettre mon doigt, ma petite dose de doigt,
de doigts de schtroumpf, des doigts bleus, les pouces en haut, il faut activer la petite cloche, là il y a une petite cloche pour avoir les notifications quand il y a une nouvelle vidéo. Abonnez-vous sans modération à cette chaîne, évidemment. Partagez sans modération également. Pour la lettre stratégie, c'est directement sur le site Insolentiae/boutique. Et puis n'oubliez pas, évidemment, vous likez, vous aimez et vous pouvez vous abonner gratuitement à la lettre d'information, là aussi sur le site Insolentiae. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous souhaite de très belles réflexions par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire et partager avec vous. Voilà un petit peu comment je vois les choses se mettre en place pour le grand reset, mais on va avancer tranquillement tous ensemble tout au long de ce mois de juillet. Voilà, sur un sujet qui est fondamental. D'ici là, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de sortir avec vos masques parce que le coronavirus, c'est pas fini et la deuxième vague, elle arrive et elle sera là à peu près pour le 15 août. Comme je vous l'avais dit, les éléments en tout cas semblent pour le moment le confirmer, même si tout le monde n'en a pas encore conscience. À très bientôt les amis, prenez bien soin de vous, faites attention à vous, surtout bonne réflexion, bons échanges. N'hésitez pas évidemment à mettre plein de commentaires. Vos commentaires m'intéressent et même si je n'y réponds pas et que je ne participe pas au débat, je les lis avec une très grande attention. Merci, salut, au revoir les amis, à très bientôt.